Bonjour à ceux et à celles qui nous ont rejoints. Vous écoutez Étonnant de nom, un podcast original de l'association de philosophie Kairos sur Radio Campus 99.5. Pour cette deuxième partie, nous accueillons Marius Dupont. Bonjour. Bonjour. Marius, vous êtes étudiant en troisième année de licence de philosophie et vous intéressez aux problèmes liés au langage, notamment aux problèmes que soulève Wittgenstein. Le problème du jour est que si le langage est fait pour dire le monde, alors que devient tout ce qui ne nous laisse pas d'écrire? Est-ce que cela veut dire qu'il faudrait se taire ou bien trouver un autre moyen de le dire? À ce problème, vous proposez une solution possible en vous demandant si la poésie peut ouvrir une voie là où le langage ordinaire échoue. Découvrons cela ensemble. En effet, c'est sur ça que va porter la réflexion aujourd'hui. Parce que le Tractatus Logico-Philosophicus, non compliqué, mais c'est l'ouvrage duquel on va partir, de Wittgenstein, se conclut sur la célèbre formule « Sur ce dont on ne peut parler, on doit se taire ». Attention. Alors, cette conclusion péremptoire, avant de pouvoir savoir si on peut la dépasser, et comment, si c'est le cas, il faut déjà la comprendre. Et donc, avant de partir directement de cette conclusion, j'aimerais déjà qu'on se concentre sur une autre proposition majeure du Tractatus, qui est aussi dans la section finale, qui nous permettra de faire le saut jusqu'à cette conclusion, et surtout de voir si on peut en faire un après, pour nous acheminer tranquillement vers cette conclusion. On va essayer de comprendre la proposition. Toutes les propositions sont d'égale valeur. Donc, qu'est-ce que ça signifie, ça? Alors déjà, ce que je peux commencer à dire, comme l'a présenté Zeytoun au début, c'est que ça va concerner les limites du langage. Mais pour connaître quelles sont ces limites, on doit déjà se pencher sur ce qu'est essentiellement une proposition. Alors, ce qui nous intéresse, c'est le sens grammatical de la proposition. Mais pas le sens grammatical comme on peut l'entendre habituellement, celui qu'on va apprendre à l'école. C'est l'essence logique de cette proposition qu'il s'agit de comprendre. C'est-à-dire que le but, là, c'est de savoir pourquoi plein de propositions différentes, pourquoi il fait beau aujourd'hui, pourquoi cette maison est plus grande que la mienne, pourquoi j'aime ma maman, et pourquoi mon chat s'appelle Albert, sont toutes, au même titre, des propositions. Quelle est l'essence commune de tout ça? Si ce sont toutes des propositions au même titre, c'est parce qu'elles ont toutes un sens que vous pouvez comprendre, vous représenter. Donc là, la question, elle bascule vers... Très bien. Donc, ce qui fait qu'une proposition est une proposition, c'est qu'elle a un sens. Mais comment une proposition peut-elle avoir un sens? Alors d'abord, je vais commencer par une formule assez abstraite et puis ensuite on va expliquer par un exemple pour que ce soit plus clair. Ce qui fait qu'une proposition a un sens, c'est parce que elle se décompose en éléments, grossièrement les mots, en éléments qui renvoient tous à un objet du monde. Et dans la proposition, ces éléments sont articulés logiquement, tout comme dans le fait auquel la proposition renvoie, le fait qui est aussi articulé logiquement. La proposition reproduit cette articulation logique et chacun des éléments de la proposition renvoie à un objet, une chose du monde. Alors là, ça doit sembler assez abstrait, mais par un exemple, ce sera beaucoup plus clair. Si je dis « mon chat s'appelle Albert », bon, c'est une proposition peut-être farfelue, mais en tout cas, vous en comprenez le sens. Il n'y a pas de souci à ça. Et pourquoi vous en comprenez le sens? C'est parce que vous savez que chat, le mot chat, le terme chat, va renvoyer
au mignon petit animal à quatre pattes qu'on connaît tous, voilà, il n'y a pas de souci, vous savez ce que c'est qu'un chat, vous savez ce que ça veut dire que s'appeler, ça veut dire que un nom est donné à quelqu'un, à quelque chose, et en l'occurrence, là, dans la phrase, vous comprenez que le verbe s'appeler est en relation avec chat, donc c'est le chat qui s'appelle Albert, qui porte le nom d'Albert, vous savez, vous comprenez à quel fait ça peut représenter, vous savez que le mot « mon » ça va désigner une situation de possession, d'appartenance ou alors de relation affective. Donc bref, tout ça, ça fait que comme chacun des éléments renvoie à quelque chose dans le monde réel que vous comprenez, et que c'est articulé logiquement, ça a un sens. Alors, ça peut sembler superflu, mais il faut déjà bien partir de là. Parce que ce qu'on est en train d'expliquer sur la proposition, sur son essence, ça a des implications. Parce que la proposition, elle est en relation nécessaire avec le monde. Avec, surtout, des faits possibles qu'elle décrit. Par exemple, le fait que mon chat s'appelle Albert. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire possible? Ça veut tout simplement dire que c'est pas contradictoire. Ça peut être vrai ou faux, mais en tout cas, vous pouvez vous le représenter. Par exemple, si je dis un cercle carré, c'est une pure contradiction, c'est impossible de concevoir un cercle carré. Si je dis mon chat s'appelle Albert, que ce soit vrai ou faux, vous pouvez vous le représenter, il n'y a pas de problème à ça, on le conçoit très bien. Donc, on s'achemine petit à petit, ça signifie que le sens d'une proposition, c'est qu'elle décrive, le mot décrire est important, qu'elle décrive un fait qui est possible, qui peut être ou vrai ou faux. Et si c'est ou vrai ou faux, ça veut dire qu'on peut ensuite procéder à une vérification. Donc, pour reprendre mon exemple, parce que là on est dessus, c'est sympa, on l'a bien en tête, je peux vérifier si dans le monde il y a effectivement un chat qui est le mien et qui s'appelle Albert, ou si je raconte absolument n'importe quoi parce que j'ai pas de chat qui s'appelle Albert ou parce que j'ai oublié que j'avais pas de chat du tout. Voilà, mais en tout cas on peut vérifier. Donc l'essence d'une proposition douée de sens est de pouvoir être ou vraie ou fausse parce qu'elle décrit du possible. L'essence de la proposition, elle est descriptive. Alors, ça peut sembler un peu loin de notre première interrogation, mais c'est pas le cas. Parce que si on approfondit notre compréhension de ce qu'implique l'essence de cette proposition, que normalement, j'espère, est à peu près claire maintenant, même si on peut pas entrer vraiment dans le détail précis de Wittgenstein, si on approfondit notre compréhension de l'essence, on est censé pouvoir comprendre ce que cela signifie que toutes les propositions sont d'égale valeur. Si on reprend la forme des faits que la proposition décrit, et ce qui permet de donner la forme du sens, de former le sens de la proposition. Donc, relativement à ça, Wittgenstein dit que, je cite, « Nous nous faisons des images des faits ». Cette image, c'est une image logique qui est un modèle de la réalité. Parce que, comme on l'a expliqué, les éléments de l'image tiennent lieu des objets dans celle-ci. Voilà, chaque mot renvoie à un élément de la réalité, chaque élément de la proposition renvoie à un élément de la réalité. Donc la proposition est comme une maquette fidèle de la réalité. Ça veut dire qu'il y a une correspondance entre ce qui est imagé et ce vers quoi fait signe l'image. Donc, le monde. La logique et l'articulation de cette image reproduit celle du fait. Donc,
si on comprend bien cette correspondance logique entre langage et monde, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Pour que une proposition puisse dire quelque chose, il faut qu'il y ait une correspondance avec le monde. Correspondance des éléments de la proposition avec les éléments réels. Et que l'articulation de la proposition ne crée pas de contresens, parce que elle doit restituer la logique du fait. Ce fonctionnement en miroir entre langage et monde implique que l'essence de la proposition est en dépendance avec le monde. Et que le sens de la proposition dont nous avons parlé est en dépendance aussi avec le monde. Si l'on revient sur l'exemple, mon chat s'appelle Albert, vous comprenez le fait possible auquel ça renvoie, alors que si je dis tous les globobes sont des vénatraciens, en fait, c'est des mots qui n'existent pas. Donc, en fait, vous ne pouvez pas vous représenter le fait possible. Et ça n'a pas de sens parce qu'en fait, c'est en lien avec rien du tout dans le monde. C'est même pas que c'est vrai ou que c'est faux, c'est qu'on ne peut pas la vérifier. Ça n'a juste pas de sens. Donc, il y a une dépendance du langage avec le monde, ce qui fait que la signification d'une proposition est nécessairement relative au monde. Sinon, on ne peut pas déterminer le sens. Parce que pour déterminer le sens, pour vérifier, comme on disait tout à l'heure, faut pouvoir remonter des éléments de la proposition jusqu'aux éléments réels, s'il y en a bien, ou alors, à la fin, on se rend compte que finalement, on pensait que ça ramenait un élément réel, mais on trouve rien dans le monde. Donc, le sens de la proposition doit être déterminable relativement au monde, qui est un monde des faits, parce qu'il n'y a que des faits dans le monde, et si c'est indéterminable, c'est-à-dire que ça n'a pas de sens. Et là, on va commencer à pouvoir comprendre la proposition de tout à l'heure, qui est toutes les propositions sont d'égale valeur. Parce que si l'essence d'une proposition, c'est d'être descriptive, de renvoyer à des faits possibles dans le monde, ça nous fait revenir à ces faits. Or, un fait, une chose, elle n'a pas de valeur, ou du moins elle a une valeur neutre. C'est un fait pris en lui-même. Il n'est pas bien ou mal, il n'est pas beau ou laid. Si vous regardez n'importe quoi au microscope, vous n'allez pas trouver un atome de beau ou un atome de laid. Les faits, et c'est Wittgenstein qui le dit dans le Tractatus, il me semble, c'est peut-être pas la citation exacte, mais en tout cas il dit que les faits n'ont pas de couleur. Sauf que comme on l'a vu, le langage et les propositions sont en dépendance avec le monde. Il y a un fonctionnement en miroir. Donc si les faits, les choses en eux-mêmes n'ont pas de valeur, ça implique que les propositions en elles-mêmes n'ont pas de valeur non plus, parce qu'elles sont à l'image des faits. Alors, pourtant, on est tenté de trouver ça étrange, et c'est normal, parce que nous, on y met de la valeur. Mais alors, qu'est-ce qui teinte les choses et les propositions de la valeur ? Ça va pas être la proposition en elle-même, ça va pas être l'essence de la proposition en elle-même, ça va pas être le fait en soi non plus. Ça va être le jugement qu'on va porter sur la proposition, le fait, ça va être le regard, le vécu qu'on a relativement à lui. Mais, encore une fois, la proposition prise à part n'a pas en soi de valeur parce qu'elle a une essence descriptive. Et donc, elle est aussi incolore que le fait qui est décrit. C'est pour ça que toutes les propositions sont d'égale valeur. Et ce sera plus clair, encore une fois, par un exemple, mais pour imager ce caractère incolore du fait, si, par exemple, on donnait l'équation mathématique d'une gifle ou d'une caresse.
l'équation mathématique de la gifle ou de la caresse, ni pour l'un ni pour l'autre, elle comprendrait dans l'équation le caractère moral ou immoral. Ça serait juste une équation avec des chiffres, avec le mouvement, quelle est sa force, mais il n'y aurait pas l'immoralité ou la moralité ne serait pas une valeur de l'équation. Et donc, de la même manière, la proposition cette gifle était injuste, l'analyse logique de la proposition ne comprendra pas l'injustice qu'on voudrait pourtant exprimer. Et c'est pour ça, là je vais reciter Wittgenstein, que le sens du monde doit se trouver en dehors de lui. Dans le monde, tout est ce qu'il est et se produit comme il se produit. Il n'a en lui aucune valeur, et s'il en avait une, alors elle n'aurait aucune valeur. Alors, déjà, ce qu'on doit faire remarquer, c'est que là, le terme de sens n'est justement pas employé au sens propre, mais il est employé de façon éthique, parce que si j'ai réussi à être clair jusqu'ici sur la manière de comprendre ce que c'est que le sens d'une proposition, ça ne fonctionne pas dans la proposition que Wittgenstein vient de nous dire. Le sens du monde doit se trouver en dehors de lui. Non, justement, parce que le sens est dans le monde. Sauf que Wittgenstein, il est bien conscient de ça, il le sait. Et justement, ce qu'il est en train de faire, c'est de nous montrer que ce, entre guillemets, sens-là, qui n'est pas celui de la proposition telle qu'il a déterminé avant, ce sens-là, il est indéterminable. Et c'est ce qu'il cherche à nous prouver, c'est ce qu'il cherche à nous montrer. Et je rembraye sur une citation qui suit juste après celle que je viens de vous donner. Voilà pourquoi il ne peut pas non plus y avoir de proposition de l'éthique. Il est clair que l'éthique ne se laisse pas exprimer. Ça rejoint l'exemple de la gifle ou de la caresse que j'ai donné juste avant. Tout ce qui est de l'ordre de l'éthique, ou de la morale, de l'esthétique. Donc, le bien et le mal, le bonheur et le malheur, le beau, le laid, tout ça, ce n'est pas dans le monde, ça excède ses limites. Et comme ce n'est pas dans le monde, ça n'est pas non plus dans le langage, et ça excelle les limites du langage, parce que il y a, comme on a vu, ce fonctionnement en miroir. Ce qui fait que quand comme le sens d'une proposition qu'on va dire éthique, mais donc c'est pas réellement possible, mais une proposition à visée éthique, elle va se retrouver vide de sens, parce que si on essaye d'en déterminer le sens à l'intérieur du monde, on va finir sur du vide. On va pas pouvoir trouver vraiment quelque chose, et l'élément éthique de la proposition sera finalement un élément qui se raccroche à rien. Comme l'injustice de la gifle. Si on analyse la gifle, le mouvement physique au microscope, enfin que sais-je, mais en tout cas on va pas trouver des atomes d'injustice. Et là, le but de Wittgenstein, c'est pas dire que elle n'existe pas, mais de dire que elle est pas dans le monde. Mais alors c'est bien que cette formulation n'est pas forcément simple. Mais en tout cas, voilà pourquoi on ne peut pas à strictement parler d'éthique. C'est là qu'on arrive enfin à la conclusion du Tractatus Logico-Philosophicus, avec la célèbre formule qu'on a donnée au début, à savoir, sur ce dont on ne peut parler, il faut se taire. Sauf que Wittgenstein, ce qui vise par cette conclusion, c'est toutes les tentatives philosophiques ou scientifiques de formuler un discours qui se voudrait explicatif sur l'éthique, un discours qui se voudrait descriptif, au même titre que les autres recherches scientifiques. C'est là qu'il dit non, ça c'est pas possible, parce que ça c'est le reste
tout ce qui est de l'ordre des faits, on peut le déterminer. Mais les propositions éthiques, ça n'existe pas à proprement parler. Donc, la conclusion du Tractatus, c'est de dire que ces tentatives-là, explicatives et descriptives de l'éthique, elles sont vouées à l'échec. Et Wittgenstein le montre par une analyse du langage. Et ça nous permet ça nous montre que l'éthique n'est pas dans le monde, donc qu'elle est indéterminable, qu'elle n'est pas non plus objectivable. Alors, pour conclure cette première partie, parce que c'est particulièrement éclairant, permettre de lire un extrait de la conférence sur l'éthique de Wittgenstein qu'il a faite en 1929, c'est 8 ans après la publication du Tractatus, où il clarifie ça par une expérience de pensée qui s'appelle l'expérience du pensée du gros livre. J'espère que ça rendra la chose plus claire, si elle ne l'est pas encore suffisamment. Supposez que l'un d'entre vous soit omniscient, et que, par conséquent, il ait connaissance de tous les mouvements, de tous les corps, morts ou vivants, de ce monde. Qu'il connaisse également toutes les dispositions d'esprit de tous les êtres humains, à quelque époque qu'il ait vécu, et qu'il ait écrit tout ce qu'il connaît dans un gros livre. Ce livre contiendrait la description complète du monde. Et le point où je veux en venir, c'est que ce livre ne contiendrait rien que nous appellerions un jugement éthique, ni quoi que ce soit qui impliquerait logiquement un tel jugement. Naturellement, il contiendrait tous les jugements de valeur relatifs, toutes les propositions scientifiques vraies, et en fait, toutes les propositions vraies qui peuvent être formulées. Mais tous les faits décrits seraient en quelque sorte au même niveau. Et de même, toutes les propositions seraient au même niveau. Il n'y a pas de proposition qui, en quelque sens absolu, soit sublime, importante ou triviale. Par exemple, et là, ça va être encore plus éclairant. Par exemple, si nous lisons dans notre livre du monde la description d'un meurtre, avec tous ses détails physiques et psychologiques, la pure description de ces faits ne contiendra rien que nous puissions appeler une proposition éthique. Le meurtre sera exactement au même niveau que n'importe quel autre événement. Par exemple, la chute d'une pierre. Assurément, la lecture de cette description pourrait provoquer en nous la douleur, la colère ou toute autre émotion, ou nous pourrions lire quelle a été la douleur ou la colère que ce meurtre a suscité chez les gens qui en ont eu connaissance. Mais il y aura là seulement des faits, mais non de l'éthique. Voilà, j'espère que cette expérience de pensée qu'offre Wittgenstein, justement pour clarifier le fait que l'éthique n'est ni dans le monde, ni donc dans le langage, permet de clarifier la proposition qu'on voulait expliciter. Donc voilà, à strictement parler, en effet, l'éthique ne se laisse pas exprimer, c'est ce que dit Wittgenstein, mais, et là c'est un point très important, le but de Wittgenstein n'est pas du tout de répudier l'éthique, ce n'est pas de dire jetons l'éthique à la poubelle, absolument pas. Et justement, on a pu souvent dire que la deuxième partie du Tractatus, qui n'a pas été écrite, c'est une image, est une partie éthique. Le Tractatus, et son but est justement de montrer l'éthique. Donc, doit-on absolument s'y taire ? Pas dans tous les sens. Alors bien sûr, l'éthique résiste au langage. Si je veux formuler une proposition éthique, je formulerai une proposition dénuée de sens. Et je me trompe si je pense pouvoir leur déterminer un sens au même titre que les autres propositions. Mais ça ne nous condamne pas à répudier l'éthique, parce que ce que nous montre le Tractatus, c'est qu'en nous confrontant aux limites du langage, il nous montre l'éthique. Il nous montre l'éthique en montrant justement qu'elle résiste
et que en voulant l'exprimer, on est en train de se cogner aux limites du langage. Et Wittgenstein installe une différence très importante entre dire et montrer. Dire, c'est tout ce qu'on a expliqué jusqu'ici par rapport au sens qui est relatif au fait, au monde, bref, voilà, tout ça. Alors que quand Wittgenstein parle de montrer, c'est on montre quelque chose qui excède le langage en se confrontant à ces mêmes limites. Et ça, c'est déjà le projet du Tractatus. Donc, le but, c'est pas un véritable dépassement dont il s'agit là, mais de savoir comment on peut montrer ce dépassement. Parce que, justement, Wittgenstein nous y invite déjà. Il nous y invite cependant à faire attention à ne pas se fourvoyer, à ne pas croire que l'éthique, ça peut s'exprimer comme ça, de la même manière qu'une proposition purement factuelle. Parce que ça, là, ça devient compliqué parce que c'est pas le cas. Mais par contre, on peut montrer en disant, en faisant l'expérience des limites du langage. Et là-dessus, je vais le reciter parce que il a une affirmation qui est assez éclairante. C'est que donner du front contre les bornes du langage, c'est là l'éthique. Alors, en réaction à cela, ce qu'on se demande, c'est d'accord, mais comment on donne du front ? Comment on donne du front contre les bornes du langage ? Et j'en arrive enfin au point de dépassement, mais qui donc n'est pas un réel dépassement, c'est plutôt sur... Ça rejoint le fait de comment est-ce qu'on montre. Et pour montrer, la poésie me semble particulièrement adéquate. Parce que l'essence de la poésie est justement de ne pas être descriptive. La poésie, ce n'est pas une description de la réalité. Ça peut se servir de description de la réalité, mais c'est pas le but. Le but, c'est pas de formuler une proposition purement factuelle. Donc, la poésie va être ce qui, dans le langage, va à contre-courant de son essence logique. Alors, dans un certain sens, la poésie décrit en quelque sorte une réalité. Mais cette réalité, ça serait une réalité vécue, une réalité sentie, en tout cas, ça n'est pas la réalité au sens où on l'entendait jusqu'ici. C'est pas une réalité objectivable, c'est pas une réalité déterminable, comme un simple fait. Et donc là, vous voyez déjà que quand je disais dans un certain sens, je suis déjà en train de donner du front contre les bornes du langage, parce que le terme même de sens, je le déforme. Je l'emploie pas de la manière dont je l'employais jusqu'ici. Idem pour le terme de réalité, idem pour le terme d'écrire. C'est que j'en ai une utilisation qui a visée éthique et qui donc s'éloigne de l'essence descriptive. Par la poésie, l'uniforme gris des faits reçoit une nouvelle teinte. La poésie colore ce qui en soi n'a pas de couleur. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, que les faits n'ont pas de couleur. Et justement, l'essence de la poésie, c'est d'essayer, pour nous, de les colorer. Parce que la poésie se moque du monde tel qu'il est. Elle se moque du monde dans sa factualité. Elle se moque des faits, elle se moque des descriptions, et de cette manière, elle est volontairement créatrice de non-sens. Mais
de non-sens qui sont en quelque sorte riches de sens. Et là, avec cette formulation un peu pseudo-paradoxale qui semble pas aller très loin, c'est pas le but. Le but là de cette formulation non-sens riche de sens, c'est pas du pseudo-paradoxe qui au final sans fond. C'est de vous montrer qu'en l'occurrence dans cette phrase-là, on emploie le terme sens de deux manières différentes. Le premier emploi, ça va être l'emploi de la proposition qui se rattache au fait. Et le second, dans riche de sens, c'est celui qui va être à visée éthique. Parce que si on emploie les deux termes dans le même sens, il y a juste une pure contradiction, ça n'a pas d'intérêt. Et le problème, c'est que quand on... maintenant, c'est plus vraiment un problème parce qu'on en est conscient, mais quand on emploie un terme à visée éthique, on retombe dans les dénués de sens. C'est la même chose quand on disait décrire une sorte de réalité. C'est comme on déforme l'utilisation des termes dans leur rattachement factuel, c'est un non-sens. Parce qu'il n'y a pas de signification déterminable. Alors, est-ce que ça veut dire que je les utilise métaphoriquement ? Encore une fois, on serait tenté de répondre dans un certain sens, mais le problème de la métaphore, c'est elle va supposer un objet premier auquel la métaphore renvoie par une description symbolique. Mais dans ce cas-là, un objet premier où ? Dans le monde. Sauf que, là, c'est-à-dire qu'on retourne dans le monde, donc utilisation métaphorique, pas vraiment, dans un certain sens. Et là, par cette sorte de charabia un peu nébuleux, justement, le but, c'est de faire voir ce que veut dire montrer. Parce que si on suit bien, en fait, à proprement parler, montrer de la manière dont Wittgenstein l'emploie ne signifie rien. Parce que il montre quoi ? Quelque chose qui n'est pas dans le monde. Donc ça ne signifie rien. Mais là, parce que j'essayais de, pas vraiment d'expliquer, mais de faire voir, j'essaye d'amener justement une expérience des limites du langage, de vous la faire entrevoir, et c'est ça, montrer. Et donc, il n'y a pas de montrer, mais montrer quoi ? Parce que si on décompose la question du quoi, au final, on se détourne de la question. Parce que derrière du quoi, il y a seulement des faits, il y a seulement des choses. Donc, il n'y a pas de montrer quoi. Par exemple, si je vous demandais, montrez-moi quelque chose de beau, et que vous me pointiez du doigt un bel arc-en-ciel. Si moi, dans ma tête, j'ai la préoccupation du quoi, je vous répondrai très bien, mais vous ne me montrez pas le beau, vous me montrez un arc-en-ciel, vous me montrez de la lumière qui passe au travers de gouttelettes d'eau. Super, sauf que c'est pas quelque chose que vous pointiez. Moi, je n'ai rien compris. Vous fichiez des gouttelettes. C'était pas votre préoccupation. Vous fichiez la lumière qui passe au travers. C'est ce que vous montriez. C'est pas la constitution physique de l'arc-en-ciel. Sauf que, comme le beau n'est pas dans le monde, si moi je veux pas le voir, on ne peut pas me l'expliquer, parce que ce qui s'explique proprement, ce sont des faits. Le beau n'est pas explicable, n'est pas descriptible. Donc, il se montre. De la même manière que vous pointiez l'arc-en-ciel du doigt. Et j'y reviens, enfin. Montrer, c'est proprement le but ou l'essence de l'expression poétique qui renvoie à cette
tendance humaine, ce que Wittgenstein la qualifie de tendance, qui est de taper du front contre les bornes du langage. Parce que les préoccupations humaines, elles sont pas purement factuelles. On a des préoccupations éthiques, on a des préoccupations esthétiques, voilà. Donc, par ces préoccupations, on a une tendance qui est de taper du front contre les bornes du langage et qui est, il me semble, constitutive de notre condition, ou du moins qui la signifie. Et c'est cette tendance, cette tension au cœur de cette tendance que nous retrouvons, je le crois, dans toute expression poétique. Parce que toute poésie est une expression de vie et pas de fait. Et que la vie, en tant qu'elle est vécue, sentie, perçue, comprise, exaltée, pleurée, humiliée, consolée, cette vie vécue n'est pas pure factualité. La vie n'est pas une chose. Ce n'est pas en fouillant votre cerveau au microscope que je trouverai vos joies et vos peines. Alors, je trouverai bien quelque chose, mais pas l'effet que cela fait, pas l'effet que cela vous fait. Je ne les découvrirai pas en tant que vécu. Or, cet introuvable, ce mystère, c'est l'éthique. Et ça m'amène à voir un choix de poème, parce qu'on va quand même finir sur un poème qui n'a pas besoin d'être particulièrement métaphysique ou mystique, pour la simple raison que le mystique, il est déjà présent dans des phrases aussi simples que « Tiens, il y a un beau soleil aujourd'hui, je suis content. » Parce que si vous n'étiez qu'une chose, il n'y aurait ni de beau soleil, et vous n'en seriez encore moins content. Vous seriez indifférent au monde autant que le monde est indifférent lui-même. Mais vous ne l'êtes pas, le poète non plus, et il le montre. C'est donc un poème de Verlaine qui s'appelle Soleil couchant. Une aube affaiblie verse par les champs la mélancolie des soleils couchants. La mélancolie berce de doux chants mon cœur qui s'oublie au soleil couchant. Et d'étranges rêves, comme des soleils couchant sur les grèves, fantômes vermeils, défilent sans trêve, défilent, pareils à de grands soleils couchant sur les grèves. Ce poème, comme tout autre poème digne de ce nom, montre bien plus qu'il ne dit. Bien sûr, il repose sur quelques pures descriptions, sur des choses qui sont dites, dont vous pouvez comprendre le sens, comme on a dit jusqu'ici. Voilà, vous savez ce que c'est qu'une aube, vous savez ce que c'est qu'un champ, vous savez ce que c'est que le soleil, vous savez ce que c'est que les grèves. Enfin, et si vous ne savez pas ce que c'est qu'une grève, ben sachez que c'est un synonyme de plage. Voilà. Mais maintenant vous le savez. Mais ce n'est pas ça qui compte. Et on le sait très bien. Ce qui compte, c'est l'entremêlement de sens, de symboles, l'écho que cela donne. Mais ce n'est pas ce qui est purement dit. Ce n'est pas le soleil tout seul, en tant que castre qui brûle très très fort. Non, c'est pas ça qui compte. On le sait très bien. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas le sens propre. Il va de soi qu'on ne verse pas de la mélancolie dans les champs. Mais vous savez bien
que ce n'est pas ce que l'expression veut dire. Et j'insiste sur ce verbe, vouloir, dont la dimension est essentiellement éthique. Car il n'y a pas de vouloir dans le monde des faits, mais seulement des gens qui disent vouloir, et parfois l'écrivent. La parole est un fait, la lettre aussi. Mais l'intention, la volonté de parler ou d'écrire, où la trouve-t-on? Je vous laisse là-dessus, en retournant, une dernière fois, au poème de Verlaine. Une aube affaiblie verse par les champs la mélancolie des soleils couchants. La mélancolie berce de doux chants mon cœur qui s'oublie au soleil couchant. Et d'étranges rêves, comme des soleils couchant sur les grèves, fantômes vermeils, défilent sans trêve, défilent, pareils à de grands soleils couchant sur les grèves. Nous arrivons au terme de cet épisode. Merci Marius et merci aux autres intervenants du jour. Et merci chers auditeurs et auditrices. Vous pouvez retrouver cette émission en rediffusion sur le site de Radio Campus Tours, ainsi que des articles sur nos podcasts, mais également sur YouTube. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram, @association.kairos. Aussi, sur le site de Radio Campus, il y a des articles sur nos podcasts avec les textes de référence que nous utilisons. On se donne un rendez-vous le mois prochain pour un nouveau épisode.